pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. PDG de Santé Québec. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a du gras à couper dans le réseau et qu'on ne l'aurait pas vu? Bien, j'aurais le goût de dire que je vois quand même une forme de dédoublement. Il n'y a pas une solution unique partout. Et moi, je déplore un peu l'application mur à mur. Là. On veut comprendre les réalités locales des gens. Il y a de plus en plus de villes dans le monde qui veulent des autobus électriques. Donc, c'est un marché là, immense qu'on est en train au Québec de bâtir une nouvelle économie. Ça va nous permettre d'avoir un Québec plus prospère, un Québec plus vert, un Québec plus fier. Voici Patrick Lagacé. 6h03, mardi le 19 novembre. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 985. Je commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. Aujourd'hui, ce sera ensoleillé, maximum de 10 degrés. Demain, mercredi, soleil et nuages, maximum de 8. Jeudi, vendredi, samedi, on prévoit de la pluie, des températures qui vont osciller entre 6 et 9 degrés. En ce moment, dans la grande région de Montréal, c'est 3 degrés. On commence avec une histoire humaine, évidemment, extrêmement tragique. Les sans-abri, les campements de sans-abri, il y en a plusieurs en ville. Si vous habitez Montréal, si vous travaillez à Montréal, c'est difficile de ne pas les voir. Parfois, là, ils sont là quelques jours, quelques semaines. Parfois, les itinérants s'en vont et parfois, ils se font démanteler. Et là, c'est ce qui va arriver. Après-demain, là, il y a ce gros campement là, le long de l'avenue de la rue Notre-Dame. C'est dans Hochelaga-Maisonneuve. Le démantèlement est imminent. Une partie du campement qui va être démantelée. Ce sont des sans-abri qui, encore une fois, sont allés sur ce terrain-là. Il y a une grande partie du terrain là, qui appartient au ministère des Transports. Il y a une trentaine de tentes de sans-abri. Et ça cause toutes sortes d'incivilités. Il y a toutes sortes de dangers aussi dans le campement. Dangers de violence, des dangers d'incendie. Il semble qu'il y a de la vente de drogue aussi. Et ça cause beaucoup de problèmes dans le quartier. Et la portion qui va être évacuée incessamment, là, c'est justement sur le terrain du ministère des Transports. Robert Baudry, de l'équipe de Valérie Plante, va être avec nous à 7h25. Mais je regardais là, les reportages parce que, évidemment, on est allé du côté des médias, il y a Le Devoir, il y a la presse qui l'a fait, il y a TVA aussi, là. On est allé parler à ces gens-là, qui sont parmi les plus marginalisés de la société, les plus pauvres, évidemment. Et, regardez, je comprends, et j'ai souvent fait écho aux préoccupations de gens qui habitent en bordure de ces campements-là, en bordure de ressources pour itinérants. C'est pas facile de vivre à côté de ces gens-là. Mais c'est encore moins facile d'être ces gens-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quelqu'un est dans l'urgence? Y a-t-il une solution? Est-ce qu'il y a un plan B intéressant, intelligent pour loger des gens dans un contexte où, il n'y a plus de logement abordable à Montréal, il n'y a plus de maison de chambre où la plupart de ces gens-là pouvaient au moins aboutir quand ils arrivaient dans un cul-de-sac dans leur vie. Et 2, on manque de place dans les refuges. Il y a de plus en plus de sans-abri et le réseau de refuges n'a pas suivi. Pas la faute des refuges, ils font ce qu'ils peuvent, évidemment. Mais je regarde ce qui s'est fait à Gatineau l'hiver dernier. Il y a une entreprise privée avec des fonds privés qui a monté un campement avec des tentes solides, des tentes hivernisées, chauffées. Et je comprends que c'est pas un 3,5, je comprends que c'est pas un logement, mais c'est pas mal mieux que de dormir en dessous d'un viaduc et c'est pas mal mieux que de dormir dans une tente de fortune dans un parc. Donc, la question qu'on peut se poser, on en parlera tantôt avec M. Baudry, c'est au lieu d'y aller là, avec des projets qui sont financés par des subventions où il faut trouver des terrains, ça prend des années pour construire quelques dizaines de logements abordables, est-ce qu'on peut trouver une solution mitoyenne, temporaire, pour loger ces gens-là dans plus de dignité que ce qu'on voit présentement? Je veux maintenant parler de CPE. CPE, on le sait, là, c'est un service de garde qui est extrêmement apprécié, qui est abordable. Et la semaine passée, Francis Veil, le chroniqueur de la presse, avait un scoop très intéressant sur des critères ethniques et religieux qui sont demandés par certains CPE. Parce qu'il y a des communautés
qui ont obtenu des permis de CPE. Et là, ben, ça peut être un CPE qui va surtout avoir, ou principalement, ou totalement avoir des enfants juifs, des enfants grecs. Il y a toutes sortes de communautés comme ça qui, au fil des années, ont développé leur CPE. Évidemment, la question de l'accès au CPE se pose. Est-ce que dans une société laïque, dans une société où tous devraient être égaux, est-ce qu'on peut avoir des critères comme ça? J'avais parlé à la ministre de la Famille, Suzanne Roy, dans la foulée du scoop de Francis Roy. Et on va écouter un extrait de cette entrevue de la semaine passée. Des CPE qui sélectionnent des enfants sur des critères religieux et ethno-culturels, est-ce que ça va dans le sens de la cohésion sociale pour vous? Pas du tout, puis c'est justement pour ça qu'on intervient, qu'on change les façons de faire, et on en est venu à la conclusion qu'il fallait arriver avec une seule politique d'admission, et on le met en place avec le nouveau guichet unique qui s'en vient en 2025. C'était la ministre Suzanne Roy, la ministre responsable des CPE, la semaine passée. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse, encore une fois sous la plume de Francis Veil? Bien, c'est que sélectionner selon l'ethnie ou la religion, c'était une suggestion du ministère de la Famille. Quand ces critères-là sont nés, c'est le ministère de la Famille qui a suggéré à certaines communautés d'avoir ces critères-là. Ce sont des critères autorisés par le ministère. Donc, de deux choses l'une, ou Mme Roy savait pas d'où ça venait ces critères-là, ou elle le savait, puis elle m'a pas dit la vérité. J'opte plutôt pour l'option numéro 1. Ce sont de gros ministères et probablement qu'elle ne le savait pas. Mais même à ça, écoutez, la main gauche, c'est pas ce que la main droite fait. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Et c'est un peu absurde. Vous pourrez lire ça dans la presse aujourd'hui. Filière électrique, on le sait, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, a mis beaucoup de capital point et de capital politique dans la filière batterie. Et là, il y a des rapports médiatiques qui nous proviennent d'Europe qui montrent que Nordvolt, ça va pas bien, ça va encore moins bien que ce qu'on voyait ces dernières semaines, ces derniers mois. On sait que le géant suédois de la batterie, là, qui est en train de construire une usine sur la rive sud de Montréal, avait de grandes ambitions. Malheureusement, les grandes ambitions se sont heurtées au mur du réel. Et là, il y a des problèmes de financement. Et il y a aussi des problèmes de livraison de batteries. En Suède, Nordvolt n'est pas capable de livrer le nombre de batteries promises à ses clients. Et il y a des clients qui tournent le dos à Nordvolt. Donc là, on peut lire dans le journal Les Affaires là, qui fait écho à d'autres médias là, comme Reuters, comme Bloomberg, Nordvolt qui envisagerait la faillite. Donc, il y a ça. Il y a ça qui va pas bien. On va en parler un peu plus tard à l'émission avec le correspondant de Bloomberg News, l'agence de nouvelles financières à Montréal, Mathieu Dion. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la filière batterie au Québec, quand on regarde là où le gouvernement a mis ses billes, ça va pas super bien. Il y a Nordvolt dont on vient de parler, Lion Électrique, vous pouvez lire ça dans Le Devoir, qui considère sa mise en vente. C'est un des joueurs sur lesquels le gouvernement du Québec a parié. On a une usine dans le coin de Saint-Jérôme. Et vous avez entendu le premier ministre, là, il y a quelques instants, en introduction. C'était lors d'une inauguration, de l'annonce là, de nouveaux fonds, nouvelles subventions pour Lion Électrique. Tout était rayonnant à l'époque. Et maintenant, ben, le marché a parlé. Et Lion Électrique, qui a des problèmes, pourrait être vendu. C'est le sort qui est tombé sur un autre des joueurs sur lequel le gouvernement du Québec a parié dans la filière électrique. Moteur Taïga. Moteur Taïga, c'était québécois. On faisait des motomarines, on faisait des motoneiges. Faut le rappeler, on l'a su il y a quelques semaines. Ça a été vendu après plusieurs difficultés financières, des mises à pied, etc., à un entrepreneur britannique, Stuart Wilkinson. Donc, vous avez là trois, je ne veux pas dire des joyaux, mais trois jeunes pousses qu'on nous a vantés comme étant là, des joueurs qui allaient percer dans le marché électrique, et ça n'a pas été le cas. Donc, on va parler de tout ça un peu plus tard, mais on va avouer que c'est quand même un peu inquiétant. On va parler un peu de l'affaire Arun Boisy. C'est ce député de Québec solidaire, on le sait, là, qui a tenu des propos complètement faux, un peu délirants sur l'école Bedford, sur toute la saga aussi de ces jeunes qui ont été probablement agressés sexuellement par des éducatrices au centre de réadaptation Cité des Prairies. Il a aussi dit, dans cette même conférence là, devant une association maghrébine, il a aussi dit, M. Boisy, que chaque jour,
chaque jour, il constatait à l'Assemblée nationale les mécanismes d'exclusion envers les Autochtones, les personnes racisées, les personnes maghrébines, etc., etc. Ça a causé beaucoup de remous. Et là, on le sait, il a été condamné de toutes parts. Bien, après les condamnations, là, ce sera aujourd'hui les tractations parlementaires, parce que l'Assemblée nationale recommence à siéger aujourd'hui. Et il y a les partis adversaires de Québec solidaire qui préparent des motions pour blâmer M. Boisy. Évidemment, il y a une game politique, une game parlementaire là-dedans. Il y a une game de motion à l'Assemblée nationale. Souvent, un parti va suggérer qu'on soumette au vote une motion A, B ou C, et c'est pour embarrasser un parti politique. Là, tous les partis politiques, aujourd'hui, vont se liguer contre Québec solidaire. L'idée, c'est de faire durer le plaisir, parce qu'il y a quand même un schisme à Québec solidaire entre la base militante et les députés. Jonathan Trudeau vous l'a raconté hier, les députés de Québec solidaire, qui le côtoient, M. Boisy, qui le voient tous les jours, ou presque, sont tannés de lui. D'abord, ils trouvent qu'il est insupportable. Ensuite, ils trouvent que dans cette saga-là, il a fait un fou de lui. Les militants, eux, on le voit, là, sont divisés. Beaucoup de militants qui sont d'accord avec le fond du discours de M. Boisy, et ceux qui l'ont défendu chez les militants ont beaucoup insisté là-dessus. Oui, mais sur le fond, il a raison. Comprends, mais il n'est pas critiqué sur le fond, il est critiqué sur la forme. Et dans la forme, il a tort. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai les parallèles qu'il a fait. Donc, on va voir comment ça va rebondir à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais l'impression qui se dégage, c'est que les députés de Québec solidaire, qui sont dans le combat politique, qui sont dans le réel politique aussi, ils ne sont pas dans la théorie, eux, ils veulent gagner. Eux, ils le connaissent, M. Boisy. Ils le savent que présentement, c'est un boulet. Mais le schisme, c'est que d'un autre côté, vous avez les militants de Québec solidaire qui ont toutes sortes de causes à pousser et qui semblent voir là un parti politique comme une plateforme pour le jeu de rôle militant. C'est bien le fun quand vous votez dans des congrès comme ça, mais quand vous voulez vous faire élire et gouverner, c'est une autre histoire. Chronique intéressante à ce sujet à lire aussi dans le journal Le Devoir sous la plume de Michel David. Parlons de ce déficit maintenant de 11 milliards au Québec. On le sait, on est dans le rouge au Québec et il y a une mise à jour économique qui s'en vient jeudi. Une gracieuseté du ministre des Finances, Éric Girard. Donc, est-ce qu'on va pouvoir annoncer peut-être les couleurs du budget qui aura lieu au printemps? On verra. Mais ce qu'on sait, c'est que la maison financière au Québec n'est pas en ordre. Et là, la question qui se pose, c'est où on va couper? Parce qu'on le voit, là, je vais y revenir dans un instant. On demande des efforts financiers à tous les organes de l'État, les ministères, les agences, etc. Il y a une bonne chronique de Marie-Ève Fournier, puis on va probablement en parler tantôt dans sa chronique, un peu après 7 heures, là, comment couper sans faire crier. Et elle rebondit sur un texte de Francis Veil publié la semaine passée là, sur tous les crédits d'impôt où Québec pourrait faire le ménage. Il y en a pour, semble-t-il, là, 1,2 milliard où on pourrait couper sans trop faire de mal. Et je vous rappelle que 1 milliard, c'est l'effort qui a été demandé au système de santé. Donc, vous pouvez lire Marie-Ève là-dessus dans la presse, mais ce qui est clair, c'est que même si ce sont des crédits d'impôt qui sont pas très populaires, il y a des gens qui vont hurler. Les familles vont hurler, les personnes âgées vont hurler, mais quand même, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper là quand on voit certains crédits d'impôt qui sont disponibles au Québec, qui ne le sont pas ailleurs probablement, mais il y a peut-être quelque chose de superflu là-dedans. On a reçu la semaine passée Geneviève Biron. Et Mme Biron, on le sait, c'est la Top Gun qui est la nouvelle PDG de cette nouvelle agence, Santé Québec. Et une de mes premières questions, ça a été justement de lui poser, de lui demander, écoutez, vous commencez votre tournée médiatique, c'était la semaine passée, et la première mesure de votre tournée médiatique qui est annoncée, c'est qu'il faut couper 1 milliard. C'est une commande du Conseil du Trésor, c'est une commande du gouvernement. Il faut couper 1 million de dollars. Et là, on commence à voir les effets un peu partout de tout ça. Je lui posais la question, y a-t-il du gras? Elle parle d'optimisation, mais écoutez, les optimisations, je pense qu'on est peut-être rendu à la limite des optimisations dans le réseau de la santé parce qu'il n'y en a pas de gras. On le sait, là, quand les micros sont fermés, on l'a vu en Abitibi-Témiscamingue, les gens qui administrent les CIS et les CIUS le disent. Quand les micros sont fermés et ils pensent qu'ils ne sont pas entendus, on ne sait pas comment on va faire. La commande, c'est de couper une dizaine de millions dans telle région. Mais en Abitibi, couper 80 millions, 90 millions, c'est immense. Là, on a des nouvelles dans la presse aujourd'hui. Santé Québec qui demande au CIS du Bas-Saint-Laurent là, de couper 34 millions.
Ça a l'air de rien, mais c'est pas une grosse région, le Bas-Saint-Laurent. 34 millions sans toucher au service. Bonne chance. Il va falloir beaucoup de créativité de relations publiques pour nous expliquer, nous faire croire qu'on peut couper 34 millions dans le bas du fleuve comme ça sans affecter les services aux gens. Là, il y a aussi des suspensions d'affichage de postes. Au 6 de la Montérégie-Est, là, le déficit anticipé est de 77 millions. Il y a 500 postes qu'on met sur la glace, qui ne sont pas affichés. Et on parle même dans le réseau de faire des compressions. Je ne sais pas comment on va faire pour couper 1 milliard. Certains disent 1,5 milliard dans le réseau aujourd'hui avec les besoins grandissants sans toucher au service. Je veux bien l'optimisation, je veux bien la mise en commun des ressources puis des secteurs de communication, mais quand même, il y a une réalité qui fait que rapidement, il n'y a plus de gras, on va toucher à l'os. Toujours sur la question des conditions de travail, des rémunérations. Il y a un texte très intéressant sur le site de Radio-Canada, gracieuseté de Thomas Gerbet aujourd'hui. Chaque jour, en moyenne, semble-t-il, il y a 10 éducatrices et éducateurs qui quittent le métier d'éducateur en CPE. On le sait, là, il y a des négociations présentement pour le renouvellement de la convention collective. Et les travailleurs, les travailleuses de CPE le disent, on est mal payé. Chaque jour, on voit de nos camarades qui s'en vont. Et là, Thomas Gerbet a des chiffres. 4000 éducatrices ont quitté leur métier l'an dernier. Le réseau est peu valorisé. Le réseau compte sur du cheap labor. Et quand je dis cheap labor, ils ne sont pas au salaire minimum, les éducatrices. Sauf que quand on compare à ce qu'on peut avoir ailleurs, ben on fait les comptes et on s'en va. Je vous ai parlé du cas d'un éducateur de ma connaissance, que j'ai eu en ondes ici, qui, lui, est parti faire un cours de construction. Il s'est dit, écoutez, je regarde mes factures, je regarde mes revenus, probablement que je vais être mieux payé en construction. Il est allé faire une formation en construction. Dans le papier de Thomas Gerbet aujourd'hui, on parle d'éducatrices qui quittent pour aller travailler au Costco. Écoutez, les salaires au Costco, semble-t-il, le salaire d'entrée, c'est passé récemment de 19,50. C'est passé à 19,50. Et au sommet de l'échelle, chez Costco, une caissière va gagner 32,40 $ de l'heure. L'éducatrice est à 30 $. Et les responsabilités, je ne veux rien enlever aux caissières de Costco, qui sont très fines quand j'y vais, là, pas ça le point, mais elles sont moins grandes quand vous êtes à la caisse dans un magasin que quand vous êtes éducatrice. Donc, la question se pose, est-ce que nos éducatrices sont assez bien payées? Je comprends que pour Québec, on va regarder le bilan comptable, on va dire, bien, notre capacité de payer n'est pas illimitée. C'est vrai. La capacité à pas bien se faire payer n'est pas illimitée non plus pour les intervenantes en CPE et elles quittent en masse. On va faire quoi quand il y a des CPE qui vont fermer et qui ne pourront pas offrir le service? Ça va avoir un effet sur la force de travail au Québec aussi. Il ne faut pas oublier ça. Des parents qui ont un CPE, bien, ce sont des parents qui peuvent aussi travailler. Et pendant ce temps-là, il y a une absurdité qui nous vient là, de cette nouvelle agence de la santé qui devient employeur unique. OK? Vous n'êtes plus employé à partir du 1er décembre d'un CIS ou d'un CIUS. Le CIS et le CIUS existent toujours. Vous êtes désormais employé de Santé Québec. Il semble qu'il y a 1300 travailleurs qui ont 2 emplois à temps plein dans le réseau. Donc, on travaille dans un CIS, puis le soir, on va travailler dans un CIUS. Ça existe. Il y a des gens qui font ce choix-là. Ils ne sont pas payés en temps supplémentaire. Ils ont juste 2 jobs. Et il y a des témoignages aujourd'hui dans la presse des travailleurs qui expliquent « Maintenant, on me demande de faire un choix. Maintenant, le 1er décembre, je dois choisir lequel de mes emplois. » Je le sais que ça a l'air un peu... c'est un peu particulier d'avoir 2 emplois dans le réseau, mais ces gens-là, semble-t-il, là, n'enlèvent rien à personne, ne demandent pas de temps supplémentaire. Ils occupent 2 postes dans un contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre. Et là, 1er décembre, le règlement, c'est le règlement, bien, ils vont devoir choisir. Écoutez, Mme Biron, la nouvelle Top Gun de l'Agence Santé Québec, nous dit que faut faire de l'optimisation, on veut plus d'agilité, on veut plus de flexibilité. M. Dubé nous a dit que cette structure-là là, serait donc là, beaucoup plus efficace que le ministère. Quand tu forces 1300 personnes à choisir entre 2 jobs, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, qui ne coûtent pas plus cher que d'autres employés, ben t'es pas plus flexible puis t'es pas plus agile que quand c'était le ministère de la Santé. Ça fait le tour pour l'instant. Merci d'être là. Écrivez-nous. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
il y a ce campement qui est sur le bord de la rue Notre-Dame, sur un terrain, à la fois sur un terrain municipal et sur un terrain provincial qui appartient au ministère des Transports du Québec. Donc, il y a des gens peu fortunés, évidemment des marginaux qui sont allés s'établir là. On connaît ce schéma-là. Il y a plusieurs de ces campements dans des terrains vagues, dans des parcs à Montréal depuis quelques années. Il va être démantelé en partie, ce campement-là. Ça cause beaucoup de problèmes dans le quartier, des problèmes d'incivilité de toutes sortes. On va parler avec Robert Baudry, qui est responsable de l'urbanisme et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal dans quelques instants. Mais d'abord, on accueille en studio Alexandre Giasson. C'est un citoyen du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis une quinzaine d'années. Monsieur Giasson, bonjour. Merci Patrick, bonjour. C'est pas la première fois qu'il y a un campement sur Notre-Dame, en bordure de Notre-Dame, si je comprends bien. Non, évidemment, là, à chaque quelques années, évidemment, il y a un campement qui s'installe là. Je ne sais pas si c'est à cause nécessairement du fait que c'est mitigé de qui possède le terrain. Oui. Mais évidemment, là, il y a beaucoup de populations marginalisées qui débarquent là pour s'installer. OK. Et là, depuis quelques semaines, il y a eu recrudescence. Là. Le campement s'est élargi. On va revenir à la réalité humaine tantôt avec M. Baudry là-dessus. Mais pour vous, pour les résidents du quartier qui êtes proches de ce campement-là, ça veut dire quoi? Bien, je vais juste te reprendre sur la question des semaines. Ça fait plus qu'un an. On parle de 12 à 15 mois qu'il y a des tentes ici en quantité. Mais il n'y a pas eu augmentation récemment? Non, il y a même eu le moins de tentes plus que le froid arrive. Mais, d'accord. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ça ne bouge pas, puis il y a eu plus en plus de monde cet été. Pour avoir fait des corvées de nettoyage, en fait, c'est que ce campement-là engendre des problèmes dans les environs au niveau de l'insalubrité. Évidemment, des comportements volatiles. On parle que des gens, des toxicomanes lourds. Il y a de la prostitution aussi. Là. Il y a des voisins à moi qui ont une relation complète avec leurs enfants de 2 et 5 ans en abord de la piste cyclable sur le bord d'Alphonse-des-Rois. J'y ai moi-même ramassé des couches d'excréments humains d'adultes, des seringues avec d'autres citoyens, dans le fond, qui sont impliqués un peu pour mitiger les conditions là, reliées à ce campement-là. Est-ce que les problèmes sont confinés, disons, au terrain de camping, entre guillemets, ou ça déborde dans les cours, dans les rues avoisinantes? Bien, je pense que M. Baudry, il y en a un petit peu partout à Montréal, on va se le dire. C'est pas un problème qui est relié à Hochelaga-Maisonneuve. Ouais. Le problème en ce moment, c'est qu'Hochelaga-Maisonneuve détient la plupart des ressources, dont Centre-Est aussi à Centre-Sud, de la Ville de Montréal, dans le fond, les refuges, l'accès, dans le fond, aux itinérants, aux toxicomanes. Donc, il y a des gens de d'autres quartiers qui débarquent pour avoir parlé à quelques itinérants. Non, j'allais dire, Alexandre Giasson, est-ce que c'est un problème quotidien ou des fois on vit certains inconvénients, là, je sais pas, une fois semaine, une fois ou 2 semaines? Au niveau de l'insalubrité, c'est quotidien. Au niveau de la toxicomanie, c'est quotidien. Au niveau de la prostitution, c'est quotidien. Il y a des condoms à grandeur du quartier désormais, malheureusement. Fait que le but, c'est pas de blâmer ces gens-là, c'est pas de dire qu'ils dérangent, c'est de finalement essayer de trouver les ressources, identifier qui est là et pourquoi. Le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune proactivité à savoir. C'est pas construire des logements qui va régler le problème. Il y a des gens qui sont des toxicomanes lourds, qui ont besoin de ressources spécifiques. Il y a des gens qui ont d'autres situations de santé mentale, qui ont d'autres enjeux, qui ont besoin d'enjeux spécifiques. C'est pas la crise du logement, le dos large, je vais le dire ainsi. Justement, Robert Baudry, qui est responsable de l'urbanisme et de l'itinérance dans l'équipe de Valérie Plante, est là. Monsieur Baudry, bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. OK. Ce qui va être démantelé, là, c'est quoi? Puis ça va être démantelé par qui, là, prochainement? En fait, ça va être démantelé par le MTMD, donc l'ancien MTQ, qui est responsable du terrain, le ministère des Transports. Il va avoir l'appui d'École Bleue, il va avoir l'appui du SPVM, aussi pour tout ce qui est ménage. C'est des points spécifiques. En fait, il y a 3 points spécifiques sur lesquels, comme le dit M. Giasson, il y avait des enjeux soit d'installation dangereuse, soit d'enjeux de criminalité récurrente, proxénétisme ou autre, qui est observé. Donc, ça va être vraiment ces éléments-là qui sont de plus dangerosité qui seront démantelés là, par le MTMD. Et ce qui est pas démantelé, quoi, c'est sur le terrain de la ville? Non, ça reste toujours sur le terrain du MTMD parce que, en fait, c'est essentiellement sur le terrain du MTMD. Nous autres, la Ville de Montréal, quand il y a des campements sur notre terrain, la politique est la même tout le temps. Là. C'est qu'on intervient, on s'en va voir les gens, on regarde ce qui se passe, c'est dangereux, puis ultimement, on les dirige, puis on tente de les diriger vers les services. OK, on tente de les diriger vers des services, mais je lisais il n'y a pas longtemps qu'il y a un déficit d'à peu près 1000 places. Ça déborde. On manque d'espace dans les refuges. Exact. Donc là, on va démanteler le campement de gens parmi les plus poqués de la société, mais on ne sait pas où les envoyer. Oui, puis je vous dirais que c'est un peu le problème parce que nous, on a créé la sonnette d'alarme là, par rapport aux places en service d'hébergement d'urgence il n'y a pas très, très longtemps sur la rupture de service. Dernièrement, il y a eu une annonce du ministre Carman sur les 200 places pour les plus hypothéqués, justement, qui pourraient être mis et déployés par année. C'est peut-être une belle occasion de le tester, cette approche-là, que le gouvernement du Québec a proposée. Mais l'autre chose, là, c'est qu'il
il faut qu'il y ait des sommes qui descendent pour développer des ressources sur tout le territoire. Ce que M. Chiasson disait sur la centralisation des ressources dans les mêmes endroits, c'est une réalité à Montréal. C'est pour ça qu'on a essayé d'ouvrir à Annecy, c'est pour ça qu'on a travaillé à essayer d'ouvrir à Sainte-Bibiane aussi. Donc, ça prend des sommes. Et là, il y a 100 millions entre Ottawa puis Québec qui dort pour les campements, justement. Puis c'est une des graves problématiques qu'on a à Montréal, mais pas juste à Montréal, partout au Québec. Oui, ce à quoi vous faites référence, c'est Ottawa veut mettre 50 millions conditionnel à un 50 millions du Québec, sauf que là, il y a un bras de fer entre les deux ordres de gouvernement. Quand on s'est parlé, il n'y a pas très longtemps, vous m'avez parlé d'infrastructures modulaires. De modulaires. C'en est où, ça, d'avoir des sortes un peu comme sur le modèle des classes temporaires dans les écoles, c'en est où? Ça avance. L'appel à projet n'a pas donné de résultats. En fait, on a eu des propositions, mais qui n'étaient pas conformes. Qui étaient bonnes, mais pas conformes. Et c'est très rigide, un appel à projet. On a décidé de sortir de l'appel à projet puis de négocier de gré à gré avec des constructeurs et des organismes. On a trouvé les terrains. On va les annoncer très, très prochainement. On va mettre tout en place un plan, justement, de cohabitation, d'information pour les citoyens résidents du secteur. Et notre objectif est toujours mars. Donc, vraiment, ça, pour nous... Mais mars, c'est la fin de l'hiver. Exact. Sauf que c'est le premier projet. L'objectif, par après, c'est d'en faire encore plus. Vous me dites que le processus est rigide. Oui. Là, je regarde ce qui s'est passé en Outaouais l'hiver passé. Exact. Il y a un promoteur privé, c'est un entrepreneur immobilier, je ne me trompe pas, qui a financé des tentes hivernisables. Donc, on fait passer l'hiver là. C'était chauffé, etc. C'était pas idéal, mais ça a permis à des gens de pas geler l'hiver passé en Outaouais. Pourquoi la Ville de Montréal prend pas de ces tentes-là et en met pas là, en urgence sur ces terrains? Bien, je me suis entretenu avec Gatineau, puis ça a pris du temps avant que ça se déploie, justement, à cause des enjeux de rigidité. Les enjeux de décontamination, les enjeux d'installation, trouver le bon site, etc. C'est comme les modulaires. C'est la même chose, en fait. Des enjeux de décontamination? Oui. En fait, quand on installe sur un terrain qui est contaminé, puis beaucoup de terrains sont contaminés, là, par exemple, à Montréal, là, une installation pour habitation, la loi nous exige de faire une certaine décontamination de ces terrains-là. Ça veut dire rallonger le temps. Non, mais il y a moyen de trouver sur les terrains municipaux un terrain qui n'est pas contaminé puis de mettre des tentes hivernisables dessus. C'est très difficile de trouver un terrain non contaminé à la Ville de Montréal, d'une part. Mais il n'y a pas que ça. M. Baudry, entre ça puis avoir du monde qui meurt de froid dehors, il me semble que ça, c'est une solution mitoyenne acceptable pour toutes les parties. Je suis absolument d'accord avec vous et c'est exactement ce sur quoi on travaille sur les modulaires, de trouver rapidement une façon de déployer des installations qui sont dignes, qui sont chauffées, qui sont organisées, qui sont appuyées par des groupes communautaires. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais effectivement, il y a une certaine rigidité dans la loi. On a interpellé le gouvernement du Québec. On travaille très, très bien avec M. Carman sur ce côté-là. Il nous a dit qu'il allait travailler avec nous pour nous aider, pour nous assurer que ces projets-là atterrissent. L'objectif, c'est d'en faire plus. Je recule la cassette, là. Oui. Il y a nulle part sur les terrains de la Ville de Montréal, et la Ville en possède beaucoup en ville, où on peut mettre une 50aine de tentes sur un terrain pas contaminé. J'ai de la misère à croire ça. C'est très, très difficile. Quand on a tenté de trouver les terrains pour nos modulaires, là, on a cherché beaucoup, on a interpellé énormément d'arrondissements. Et il n'y a pas que la contamination. Mais attendez, la contamination, là, si on met une tente sur ce terrain-là, là, les sans-abri pognent le cancer à la fin de l'hiver. Je suis d'accord avec vous, ça fait pas de sens parce qu'actuellement, c'est pire. Mais c'est quoi cette réglementation-là? C'est pas une réglementation, c'est une loi. C'est quoi cette loi-là? C'est une loi qui vient du gouvernement du Québec que quand on fait un projet d'habitation, il y a une certaine mais ce serait pas un projet d'habitation? Mais c'est une forme d'habitation, c'est ce que je vous dis. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fond. L'objectif, justement, c'est de trouver les moyens de... Mais c'est toujours compliqué dans cette province-là. On se doit d'essayer. On se doit de trouver des solutions. Et c'est ce que les villes font. Gatineau a réussi à trouver une solution. La Ville de Montréal est en train de faire la même chose. Québec est en train de faire la même chose. Ce que les villes disent de façon unanime au gouvernement du Québec, c'est donnez-nous de la flexibilité aussi si vous voulez qu'on trouve des réponses rapides à l'itinérance. Ça se peut-tu que l'état de la situation présentement, là, des campements qui sont un peu partout en ville, ça va devenir la nouvelle normalité? Je ne souhaite pas ça. C'est pas ça que je vous demande. Ouais. Pensez-vous que c'est ça qui se passe? Je vais travailler de façon acharnée avec mes collègues pour pas que ça soit. Pensez-vous que c'est ça qui se passe? Pour ma part, là, je comprends que vous ne voulez pas. Non. Mais regardez, soyons réalistes. Il ne faut pas baisser les bras. Si les 3-4 dernières années sont garantes des 3-4 prochaines, là, à décontaminer les terrains, puis les chicanes d'ordre de gouvernement, puis le manque de ressources, puis le manque d'intervenants, il y a encore du monde qui va camper pendant des années. On a été capable de passer à travers des situations très difficiles comme la pandémie.
je ne vois pas comment une société riche comme le Québec n'est pas capable de passer à travers la crise de l'itinérance. Non, on peut être riche sans avoir les moyens de construire rapidement. Bien, notre objectif, c'est de le faire. Okay. Puis, je vous dis, on se retrousse les manches. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Mot de la fin à Alexandre Giasson, qui est un citoyen du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je veux vous entendre sur comment on concilie, disons, le droit des gens comme vous de vivre dans une certaine quiétude puis la réalité de gens comme ça, les plus poqués d'entre nous, qui n'ont pas de place où rester. Bien, il y a certains quartiers à Montréal, pour avoir habité dans Hochelaga puis avoir acheté une propriété, ça fait 15 ans que j'y suis, il y a tout le temps des enjeux de cohabitation, tout le temps. Pas nouveau. Le point est que, est-ce que c'est pas s'occuper d'un problème, puis se plaindre des paliers de gouvernement, puis se renvoyer la balle? Est-ce que ça, c'est une solution long terme? Est-ce que ça, dire aux citoyens de s'arranger avec le trouble et les conséquences, c'est ça de la cohabitation? Je pense pas. Au niveau, tu sais, on va au gym. Maintenant, les gens fument du crack dans le portique. Donc, quand tu sors du gym, tu respires du crack. La police va pas sortir ces gens-là non plus. Donc, c'est un peu rendu sans foi ni loi. C'est un peu un fourre-tout où même la police intervient plus. Fait que quand vous dites un peu c'est la situation qui va nous attendre, c'est peut-être le cas parce que même la police est déresponsabilisée en ce moment tellement qu'il y a de méfaits. Donc, puis je les comprends, ils ont d'autres choses à faire, il y a trop de choses à faire. Mais on en est un peu dans cette situation-là. Fait que comment cohabiter? La réponse est compliquée, comme M. Baudry l'a dit. Il y a plein de paliers de gouvernement, mais je pense que une ville comme la ville de Montréal doit avoir un certain poids. On parle d'une métropole nord-américaine. Voir qu'on ne peut pas aller à Québec pour aller essayer de tourner un peu les coins ronds, enlever une ligne du contrat qui dit qu'on ne peut pas construire une tente sur un terrain contaminé. Puis la question est bonne. Est-ce que tous les terrains de la ville de Montréal sont contaminés? Est-ce que c'est un autre enjeu? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment drôle parce qu'en ce moment, on se lance la balle, les citoyens payent le prix, on paye nos taxes, puis personne ne peut rien faire, même pas la ville de Montréal. Moi, j'ai beaucoup de misère à croire comment une métropole comme ça n'a pas des moyens plus grands pour aller à Québec ou à Ottawa, pour aller au moins avoir un plan d'action puis demander de l'argent en fonction de ce qu'on connaît sur le terrain, au lieu de dire que les services sociaux sont régis par Québec ou Ottawa. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cette triste situation. Merci. En studio, c'était Alexandre Giasson, citoyen du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, riverain de ce campement qui va être démantelé en partie là, sur la rue Notre-Dame après-demain. Et Robert Baudry, responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, à quelques reprises, de ce bras de fer illogique, absurde, entre Québec et Ottawa, dont le Chic Resto Pop, qui est un organisme de sécurité alimentaire, fait les frais à Montréal. C'est-à-dire que cet organisme-là est financé principalement par le gouvernement du Québec. Et quand je dis principalement, plus de 50% vient du financement québécois. On est allé chercher une subvention à Ottawa, 3/4 million de dollars, pour aider des aînés dans le besoin, pour fournir des repas à des centaines d'aînés. Québec a bloqué la subvention. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une loi au Québec, une loi obscure qui s'appelle la loi M30. Et la loi M30 permet à Québec d'opposer son veto dans un cas comme où un organisme comme le Chic Resto Pop va chercher une subvention du fédéral. Tout ça pour le respect des compétences provinciales, souvent empiétées, il faut le dire, par le gouvernement fédéral. J'en avais parlé avec le ministre responsable Jean-François Roberge il y a quelques semaines. Soraya Martinez-Ferrada est la ministre fédérale du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada et surtout députée fédérale d'Hochelaga, son comté, là où se trouve le Chic Resto Pop. Madame Ferrada, bonjour. Bon matin, Patrick. Donc, 3/4 million de dollars qui ne peuvent pas être donnés à cet organisme, le Chic Resto Pop. Écoutez, je veux vous entendre là-dessus. Ensuite, j'ai des questions à poser sur le rôle d'Ottawa là-dedans. Parfait. Bien, écoutez, c'est sûr que, tout d'abord, il faut dire que le Chic Resto Pop est une institution dans notre comté. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. Ils distribuent des milliers de repas à des gens dans le besoin, extrêmement appréciés. Un réseau de bénévoles qui brise l'isolement aussi des gens qui sont seuls, souvent seuls, beaucoup d'aînés. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a un programme national qui a été bâti pour venir en aide à des organismes partout au pays. Et au Québec, comme vous l'avez dit, ça appelle à un projet de loi M30. En des mots très simples, c'est que nous, on a fait un chèque au nom du Chic Resto Pop. Ce chèque-là, les fonds, ils sont gelés. Et ils sont gelés par le gouvernement du Québec.
Puis la seule personne qui peut dégeler ces montants-là et ces fonds-là pour offrir des repas abordables aux nos aînés, c'est le gouvernement du Québec. La subvention n'est pas retirée. La subvention, en fait, elle est là, mais elle est liée à un programme qui a une limite dans le temps. Et moi, c'est un peu ça qui me sort un peu d'ordre de moi ce matin, parce que cette limite dans le temps, je ne peux pas la changer. Il y a des règles du jeu au fédéral, il y a des règles qui sont liées à des programmes qui sont votés et que je ne peux pas changer. OK, puis c'est quand la date limite, la date butoir? Bien, c'est sûr que la date butoir du programme comme tel, elle prend fin au 31 décembre 2025. Plus le temps passe, moins de repas sont servis aux aînés, parce que moins de temps j'ai pour donner l'argent. Et donc, l'organisme ne pourra pas dépasser la date du 31 décembre 2025. Maintenant, moi, je dois donner l'argent à l'organisme le plus rapidement possible. Sinon, l'argent se perd au fédéral parce qu'il n'a pas été capable d'être donné à cet organisme. Quand Jean-François Roberge, le ministre des Relations fédérales-provinciales, était ici, là, je lui ai frotté les oreilles. Je lui ai dit, écoutez, c'est un peu absurde, cette loi-là, de faire des chicanes provinciales, fédérales sur le dos d'un organisme comme le Chic Resto Pop. Mais là, il faut que je vous frotte les oreilles à vous aussi, là, Mme Ferrada, parce que pourquoi vous ne donnez pas juste l'argent à Québec de ce programme-là pour que Québec en dispose? C'est pas votre job de gérer la santé et les services sociaux. Parce que le programme, il y a plusieurs programmes qu'on a eu dans le passé avec Québec qui ont demandé des M30. Puis la plupart du temps, souvent, je vous dirais tout le temps, on s'est entendu. Il y a même des programmes au niveau des aînés, Nouveaux Horizons, qu'on a pu s'entendre avec Québec et l'argent a été distribué. Je pense que cette fois-ci, honnêtement, je ne le comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Québec demande à ce que l'argent soit juste, l'argent de ce programme-là, la portion québécoise de ce programme fédéral, soit donnée en main propre au gouvernement du Québec. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous subventionnez directement des organismes? Oui, mais Patrick, je le comprends, mais le programme national, la façon dont il a été bâti en 2022, parce que ça fait quand même 2 ans que ce programme-là existe, en 2022, il a été fait d'une façon nationale pour que tous les organismes au niveau national appliquent sur ce programme-là. Il y a plusieurs programmes comme celui-là qui existent à travers le gouvernement. Et dans tous les cas, on a toujours pu s'entendre avec Québec. D'ailleurs, il y a plusieurs dossiers dans lesquels vous pourrez voir, on s'est entendu avec Québec. Mais dans ce cas-ci, je comprends pas, après tant de discussions, on parle ici de 672 000 $ pour 1000 repas par semaine à des aînés. C'est vraiment pas, on n'est pas ici dans une guerre de juridiction. On est ici dans un dossier où on veut directement aider des aînés. Madame Ferrada, on est quand même dans une guerre de juridiction, là. Veut pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait, dans le futur, dire, OK, on va bâtir les programmes différemment. Mais il faut dire qu'on ne veut pas non plus discriminer des organismes partout au pays sur la base qu'un M30 à Québec. Je veux dire, c'est la seule province qui a un M30. Je vais redonner du compte. Oui, je le sais, Mme Ferrada, mais bon, le Québec, vous le savez, là, a une façon différente de gérer ses relations avec le fédéral. On ne fera pas l'histoire, là. Mais dites-moi, quand vous référez à M30, je vais encore redonner du contexte. Il y a une vieille loi adoptée sous le gouvernement de René Lévesque qui interdit aux organismes qui reçoivent plus de 50 % de leur financement du provincial d'avoir du financement fédéral sans l'approbation de Québec. C'est ce qu'on appelle la loi M30. Ce que vous me dites, c'est que vous avez eu des ententes pour court-circuiter M30 dans le passé récent avec le gouvernement du Québec. Dans quel cas, par exemple? Logement, par exemple. On a eu des dossiers dans le logement. On a eu des dossiers au niveau des aînés, Nouveaux Horizons. On a des dossiers programmes bâtiments verts et inclusifs. On a plusieurs dossiers dans lesquels on a négocié avec Québec des M30. Tu sais, la complexité du M30, elle est simple. Là. Je reviens sur l'analogie d'un chèque gelé. Là. Je veux dire, là, on s'est entendu sur un programme. On demande aux organismes d'appliquer. Et là, le chèque est au nom du Chic Resto Pop. Madame Ferrada, je vous interromps une seconde. Me mets à la place du monde qui nous écoute, là. Me mets à la place des vieux qui dépendent du Chic Resto Pop, là. Là, vous êtes là. M. Roberge est là à parler de juridiction, de M30, de droit de veto. Ça vous fait pas tous passer, fédéraux et provinciaux, pour des gens déconnectés, ça?
Bien, absolument. Je les comprends, les gens qui attendent des repas. Et vous aussi. Le Chèque Resto-Pop reçoit des appels, mais le Chèque Resto-Pop reçoit des appels à tous les jours pour savoir on va-tu avoir accès à ces repas-là. Ils ont raison d'être frustrés, ces gens-là qui nous écoutent en ce moment. Moi, j'ai fait un programme au niveau fédéral. Nous avons, comme gouvernement, fait un programme fédéral avec des règles du jeu national. Je ne peux pas changer les règles en cours de route. Et ça fait 2 ans que ces organismes qui ont appliqué, dans le cas du Chèque Resto-Pop, ça fait 1 an qu'il attend l'argent. Et je le comprends, la frustration de Québec, et je suis pas là comme vous pour débattre de la question de la juridiction, mais on peut-tu aujourd'hui là, se dire, on peut-tu ne pas faire payer les frais de ces discussions aux aînés, puis demander à Québec de l'autoriser le décaissement de l'argent pour qu'on puisse envoyer les repas à ces aînés. Puis la discussion du M30, on va en avoir, je suis convaincue, à d'autres moments donnés. Mais aujourd'hui, moi, comme députée d'Hochelaga, je suis vraiment triste de voir que aujourd'hui, mes aînés dans mon comté ne vont pas recevoir les repas qui sont liés à ce montant d'argent. Merci d'être venue nous parler aujourd'hui, Mme Ferrada. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Parlons maintenant de CPE. On a de plus en plus d'éducatrices en CPE qui quittent le réseau. Pourquoi? Parce que les conditions de travail ne sont pas très avantageuses. On en parle immédiatement là, avec Claudia Baudin, directrice du Centre de la petite enfance CPE, Latreille-Mignon à Longueuil. Elle est citée aujourd'hui dans un dossier très étoffé du journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada. Madame Baudin, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Vous allez bien? Oui, vous, ça doit être un casse-tête de gérer un CPE quand il y a, en moyenne, dans le réseau, là, selon le journaliste de Radio-Canada, 10 intervenants en CPE qui quittent pour aller dans un autre domaine. Tout à fait, surtout un CPE comme le nôtre qui est en développement, qui ouvre des installations. Donc, c'est difficile de recruter, mais aussi de garder en place là, la rétention de personnel est difficile. Là, à quel moment est-ce qu'il y a eu le point de bascule? Parce qu'il me semble que des pénuries en CPE, c'est assez nouveau comme phénomène. Bien, je vous dirais que moi, là, c'est quand même plusieurs années que je suis dans le réseau. Là. Je vous dirais que les premières coupures du gouvernement Couillard, là, quand on a dû sortir les directions de CPE dans les rues là, pour faire valoir les droits des CPE d'être financés, là, ça l'a nuit au réseau. Moi, c'est vraiment le point de bascule que je vois. À ce moment-là, bon, il y a eu beaucoup de médiation du dossier. Donc, c'était pas intéressant pour les jeunes d'aller faire un DEC au cégep de 3 ans pour être payé le moins cher des DEC en sortant de là. OK. Vos éducatrices que vous perdez, c'est principalement des femmes, j'imagine, là. Elles s'en vont où? J'en ai qui ont quitté pour devenir aide à la classe. J'en ai qui ont quitté pour devenir enseignante en maternelle 4 ans. J'en ai qui ont quitté pour aller au Costco. J'en ai qui ont quitté pour carrément autre chose là, dans le privé. Donc, un peu partout. Au Costco, ça m'a frappé dans l'exemple du reportage de Thomas Gerbet de Radio-Canada. Quand on commence comme caissière, on est mieux payé que quand on est éducatrice en CPE. Tout à fait. Avec moins de responsabilités, là. Puis je veux pas offenser les caissières du Costco, là. Non, puis ce qu'on dit, je lisais tout à l'heure des commentaires là, sur les différentes plateformes. Les éducatrices n'avaient pas la vocation. Je m'excuse, là, mais la clientèle dans les CPE à l'heure actuelle, elle est beaucoup plus lourde qu'avant. On a beaucoup d'enfants, nous surtout dans notre CPE, on a beaucoup d'enfants à besoins particuliers. On dépasse les normes de subvention de 20 %. J'en ai plus dans mes installations que 20 %. Et en plus de ça, je suis en milieu défavorisé. Donc, il y a de moins en moins d'enfants qui prennent de vacances. Donc, la clientèle s'alourdit et on demande à ces filles-là de rester souriantes et pimpantes quand elles ont comme préoccupation de comment ils vont nourrir leurs enfants ou payer leur logement. C'est indécent. Comment vous faites pour les convaincre de rester quand elles ont des hésitations là, en tant que patronne d'éducatrice en CPE? Ben, mon Dieu, comment je fais pour convaincre de rester? Des fois, ils m'en parlent pas d'avance. Des fois, ils m'arrivent puis j'ai une lettre de démission puis ils m'expliquent par après. C'est sûr que nous, on est capable de donner du soutien. Là, on a quand même une équipe d'éducatrices spécialisées, tout ça, pour les aider à travailler au quotidien. Mais reste que, il y en a, on a eu à payer des tampons pour une éducatrice qui avait pas d'argent pour s'en acheter. Donc, j'ai le choix en tant qu'employeur. Je paye des tampons ou je fais un bris de service et j'empêche 8 familles d'aller travailler, là.
Donc, il y a ça. J'ai des employés à qui je donne des repas. Quand il reste des repas le midi, on les donne le soir pour les aider. On essaie tant bien que mal là, d'aider à tous les niveaux. Là. Et là, Mme Baudin, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est exagéré, payer les tampons, mais quand on lit le reportage de Radio-Canada sur la désertion des éducatrices en CPE, il y en a beaucoup qui ont des jobs à temps partiel pour arriver. Qu'est-ce que vous espérez du résultat des négociations entre les syndiqués des CPE et le gouvernement du Québec? Bien, j'espère que, moi, j'entends, les conditions de travail. Mes employés, là, ils n'ont pas besoin d'une journée de vacances supplémentaires ou d'une journée de maladie supplémentaire. Ce qu'ils ont besoin, c'est de l'argent comptant dans leur poche pour payer leur épicerie, pour payer leurs besoins de base. On est rendu là, on est vraiment dans les besoins de base. Ils ne pensent même pas se permettre une vacance là, à Cayo Coco. Là. On parle même pas de ça. Là. La moitié de mes employés, là, encore hier, je validais les payes, là, et ils font même pas 1 000 $ par semaine, par 2 semaines claires. Quand on pense qu'un coût d'un logement moyen, là, c'est 1 400 $. Là. Il ne reste pas grand-chose dans leur poche. On les comprend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Baudin. Je vous souhaite une excellente journée malgré tout. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. C'était Claudia Baudin, directrice du Centre de la petite enfance La Très-Mignon à Longueuil. Et pur hasard, Mme Baudin est aussi citée dans le Journal de Montréal à propos d'une marâtre qui avait une garderie en milieu familial qui a été fermée à la demande, justement, du CPE La Très-Mignon. Vous irez lire ça, là. C'est un reportage de Félix Séguin et de Jean-Louis Fortin dans le Journal de Montréal. Voici Patrick Lagacé. Question sensible, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu une décision controversée, évidemment, de la Cour suprême qui a rejeté dans la Cour des différents États aux États-Unis la décision d'autoriser ou non le droit, l'accès à l'avortement. Et il y a plusieurs États républicains, des États rouges, comme on dit, qui ont décidé de restreindre grandement l'accès à l'avortement quand c'est pas totalement interdit. Et ça cause beaucoup d'inquiétudes ici au Canada parce qu'il y a des groupes qui sont actifs pour revendiquer, disons, plus de restrictions au droit à l'avortement. Beaucoup d'inquiétudes ici aussi au Québec. Martine Biron est la ministre responsable de la condition féminine. Elle est au bout du fil. Madame Biron, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Madame Biron, vous avez lancé hier un plan d'action là, pour élargir l'accès à l'avortement au Québec. C'est une réponse, je pense, à ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, en fait, on pose un rempart supplémentaire pour le droit des Québécoises de choisir de poursuivre ou non leur grossesse. C'est vrai qu'au Québec, on est parmi les juridictions où il y a le plus d'accès, mais cette inquiétude-là, elle est réelle à la suite du renversement de Roe v. Wade aux États-Unis. Alors, notre gouvernement voulait envoyer un message très clair, rassurer les Québécoises, et aussi, dans le cadre des consultations que j'ai menées, j'ai réalisé que l'accès était passablement inégal sur le territoire du Québec. Il y avait de longs délais dans certaines régions. Alors, on a décidé d'y voir. Quand vous dites que vous allez élargir le financement pour avoir un plus grand accès, est-ce qu'il va y avoir plus de cliniques d'avortement ou vous allez mieux financer celles qui existent déjà? Bien, un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que oui, ça prend un point de service supplémentaire, un centre de santé des femmes supplémentaire dans la région de Québec, notamment, où les délais, on a remarqué que les délais pouvaient par période aller jusqu'à 5 semaines avant qu'une femme puisse obtenir un avortement. C'est une démographie qui est quand même croissante, la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Alors oui, on va investir pour un nouveau centre de santé des femmes. À l'extérieur du Québec, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser la population à la pilule abortive qui est sous-utilisée sur le territoire. En fait, je vous donne la statistique. 17% des avortements au Québec ont lieu à l'aide de la pilule abortive versus 72% en France et même 32% en Ontario. Alors, on veut la faire connaître cette méthode-là. Ça pourra servir dans le choix des femmes ultimement. Il y a beaucoup de gens qui regardent la situation aux États-Unis, qui regardent les inquiétudes de femmes, de groupes de femmes au Canada et qui se disent, Luc Ferrandez, mon collègue, est une de ces personnes qui disent, écoutez, ce qui se passe aux États-Unis, ça n'a pas de chance de déborder ici. Est-ce que vous avez des inquiétudes ultimement pour le droit à l'avortement au Québec et au Canada? Bien, les groupes anti-choix sont actifs et ils sont mobilisés et motivés à la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils savent que on peut faire
changer la tendance. Alors oui, ils se sont organisés et dans le cadre des consultations que j'ai faites, il y a plusieurs experts qui nous ont dit qu'il y aurait beaucoup d'investissements au Québec qui seraient faits pour tenter de faire fléchir l'opinion publique. Actuellement, je vous dirais qu'au Québec, il y a un large consensus, c'est-à-dire que 90% des Québécois, hommes et femmes, sont en faveur du droit des femmes de choisir, d'interrompre leur grossesse. Alors, le consensus, il est là. Est-ce qu'il est solide? Je pense que oui, enfin, je l'espère. Oui. Mais je pense que ça me donne la légitimité pour ajouter un rempart plus sérieux, c'est-à-dire envoyer un message très clair que le droit des femmes de choisir, il est là et il est là pour rester. On dit qu'il y a une très bonne proportion, une grosse proportion des élus conservateurs du camp de Pierre Poilievre qui sont en faveur d'une restriction à l'avortement. M. Poilievre a dit qu'il ne toucherait pas à ça. Est-ce que son élection possible vous inquiète quant au droit à l'avortement? Je vais vous dire deux choses là-dessus. D'abord, effectivement, tous les chefs fédéraux et même au Québec ont dit qu'ils étaient pro-choix. En politique, les mots comptent. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de la commission Hogg sur l'ingérence étrangère. Oui. Dans son rapport préliminaire, la juge, elle dit que les investitures sont utilisées pour infiltrer les partis politiques. Alors, si c'est bon pour l'ingérence étrangère, c'est bon également pour les mouvements religieux, extrémistes, c'est bon aussi pour les groupes anti-choix. Alors, ce que les experts nous ont dit pendant nos consultations, c'est que l'ensemble des postes électifs sont visés par les groupes anti-choix, au niveau fédéral, au niveau du Québec, au niveau municipal, au niveau scolaire. Alors, ça demande une énorme vigilance et je vous dirais entre vous et moi que je préfère les anti-choix qui travaillent à visière levée que ceux qui travaillent de façon sournoise. Bien dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Biron. Je souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, merci. C'était Martine Biron, la ministre responsable de la condition féminine. Elle est aussi ministre des Relations internationales et de la francophonie. Elle a présenté hier un plan d'action pour élargir, solidifier le droit à l'accès à l'avortement.